Bonjour, Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le président du mouvement rebelle M23 a déclaré avoir rencontré samedi à Kampala Joseph Kabila pour des négociations directes dont les modalités sont à définir, a-t-il dit. N'est-ce pas là un nouvel échec du gouvernement de Kinshasa qui affirmait encore en début de semaine passée son refus catégorique de négocier avec la rébellion? Monsieur Etienne Nandou, ne nous laissons pas distraire. La question du M23 avec le gouvernement de Kinshasa et beaucoup plus particulièrement avec monsieur Joseph Kabila est une question interne à ce qu'on a appelé chez nous la majorité présidentielle. Monsieur Etienne Nandou, n'oubliez pas un seul instant que le M23 est une émanation du CNDP et que le CNDP était membre de la majorité présidentielle. Ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est une distraction orchestrée par la majorité présidentielle ou la majorité dite présidentielle pour distraire le peuple congolais. Cette majorité présidentielle prépare une énième infiltration chez nous. Rappelez-vous, monsieur Etienne Nandou, essayez de revisiter notre histoire. Il y a eu le il y a eu l'AFDL, il y a eu le RCD, il y a eu le CNDP, maintenant nous en sommes au M23. Tous ces mouvements ont été créés pour faciliter l'infiltration des rwandophones et des Rwandais chez nous pour qu'ils puissent s'emparer de nos institutions et de nos structures étatiques et régner sur nous, nous humilier, s'emparer de nos terres et en faire les leurs. Depuis la guerre de l'AFDL, les visées hégémonistes des parents du Rwanda et du Rwanda n'ont pas du tout changé. Ne nous laissons pas distraire par ce qui se passe en oubliant que les objectifs soutenus par les anglo-saxons, le Rwanda et leurs chevaux de Troie qui opèrent à partir des institutions au Congo, leurs objectifs n'ont pas changé d'un seul iota. Occuper les terres congolaises, les piller et massacrer le peuple congolais. Si ils arrivaient à nous exterminer de façon qu'ils soient seuls à pouvoir occuper ces terres-là, ils vont le faire. Mais l'Union africaine a appelé ce dimanche les rebelles du M23 à se conformer aux décisions du sommet de Kampala de samedi, et notamment à cesser les combats. Va-t-on là dans le bon sens pour la cessation des hostilités selon vous? Il n'y a rien, on ne va pas dans le bon sens, monsieur Etienne Nandou. N'oubliez pas que la présidence de l'Union européenne, de l'Union africaine, c'est Madame Zuma. Essayez de relire notre histoire, vous verrez que la domination du Congo passe par l'Afrique du Sud. Ayons toutes ces histoires-là dans nos têtes. L'Afrique du Sud a composé avec l'Union européenne, l'Afrique du Sud a composé avec les États-Unis et la Grande-Bretagne pour pouvoir nous mater, et parce que certaines entreprises multinationales qui pillent nos matières premières sont sud-africaines. J'ai mis dans l'un de mes derniers articles un petit extrait du livre de Daniel Mitterrand intitulé Le livre de ma mémoire, et ce petit extrait dit: un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre. Et essayons le plus possible d'entretenir notre mémoire. L'Afrique du Sud a peur que les géants qui est au cœur de l'Afrique puissent se mettre debout et que l'Afrique du Sud puisse être l'unique pays sur lequel ou par lesquels la domination de l'Afrique peut passer. Malgré tous les efforts que les Mandela et les autres ont conjugués pour pouvoir lutter contre l'apartheid, aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui, de l'une ou l'autre façon, travaille
à l'avilissement des Congolais, à leur esclavage et à leur domination par le système néolibéral et ses chiens de garde. Mais pourquoi expliquer une telle attitude de la part de cette nouvelle classe moyenne noire sud-africaine qui, à l'époque de l'apartheid, avait été soutenue par toute l'Afrique noire? Voilà elle accède au pouvoir. Elle se comporte exactement de la même manière que le régime de l'apartheid. Monsieur Tengado, elle n'a pas accédé au pouvoir. Elle a cédé aux pressions de ses maîtres. Et même si ce sont ces nègres de service qui sont sur le devant de la scène, ils n'ont pas le pouvoir. Ce sont les maîtres de l'Afrique du Sud qui ont le pouvoir jusqu'à ce jour. Le Conseil de sécurité de l'ONU a sommé les rebelles de reprendre leur position d'avant la violation du cessez-le-feu avec l'armée congolaise, c'est-à-dire reculer jusqu'au territoire des Rutshuru. Est-ce que reculer jusqu'à Rutshuru, cela est une solution convenable? Est-ce que cela ne va pas faire que prolonger le problème? Monsieur Etienne Ngandou, n'oubliez pas un seul instant que le Conseil de sécurité occupe le Congo. Regardez, monsieur Etienne Ngandou, avant tous les autres qui ont rejoint le trio Kabila, Kagame et Museveni en Ouganda, ces trois messieurs-là se sont rencontrés à huis clos. C'est important. Ce sont des signes qui ne mentent jamais. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont rencontrés à huis clos? Ce sont les chiens de garde du néolibéralisme et de la guerre de basse intensité qui est imposée à notre pays. Ils ont concocté leur plan. Ils ont évalué le travail qu'ils ont fait jusque-là pour voir dans quelle mesure ils vont le poursuivre. Mais ils ne peuvent pas faire cela sans l'appui des membres influents du Conseil de sécurité, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Nous, j'ai l'impression que souvent, nous nous laissons prendre par ce que nous voyons, nous oublions notre histoire, nous oublions les documents qui sont en train d'être publiés et qui attestent que le Congo, depuis la chute de Mobutu, le Congo est occupé par les anglo-saxons. Ils le font par le biais du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi par le biais de Kampala, de Kigali et de Bujumbura, avec les champs de garde qui opèrent à partir des institutions et structures étatiques congolaises. Donc, nous sommes sur une pente très descendante de notre recolonisation, mais une recolonisation très sévère, très cynique, et comme je le disais dans notre dernière émission, la recolonisation est orchestrée par un capitalisme qui a atteint sa phase sénile depuis les années 70 et qui n'a pas froid aux yeux quand, à travers ces champs de garde, il doit massacrer, tuer, dépeupler les terres parce qu'il y va de son rajeunissement, de sa survie. Alors, dès que nous n'avons pas cette lecture globale de ce qui est en train de se passer à travers le monde et dans notre pays, nous faussons la lecture et cela risque d'avoir des répercussions sur les actions que nous voulons mener ensemble. Un mot sur la rencontre du trio Kabila, Kagame et Museveni. Joseph Kabila, lors de cette rencontre, après cette rencontre, n'a pas du tout communiqué. On a comme l'impression que il mène toutes ces négociations de manière tout à fait cavalière. Hein. Il ne rend compte à personne et Mende, qui est à Kinshasa, comme à son habitude, improvise les conférences de presse dans lesquelles il fait des annonces. Mais Kabila lui-même, à partir de Kampala, il n'a pas du tout communiqué. Monsieur Etienne Ngandou, je te renvoie à un livre que nous avons beaucoup cité, que plusieurs d'entre nous ont déjà lu, mais qu'il faut relire. C'est le livre de Charles Nana, Ces tueurs Tutsi, au cœur de la tragédie congolaise. C'est-à-dire que les Mende signifient quoi? Ce sont ces Congolais corrompus que nous classifions régulièrement dans le camp des élites compradeurs,
Ce sont ces Congolais corrompus à qui on donne beaucoup d'argent pour qu'ils participent de notre assujettissement. Il faut faire très attention avec ces gens-là. Mais M. Tenandou, depuis que ce jeune homme qu'on appelle Joseph Kabila est à la tête de notre pays, quand a-t-il jamais rendu compte? Il se moque de nous. Il se moque éperdument de nous. Regardez ce qui est en train de se passer maintenant. Les Mende, les Chibanda et tous les autres qui ont dit qu'il a été l'agresseur, qu'il fallait à tout prix qu'on ne puisse pas écouter les revendications du M23 et qu'il fallait négocier directement avec l'agresseur qui est le Rwanda, tous ces gens-là ne parlent plus. C'est-à-dire, ils font leur boulot de bouffon, de marionnette. Alors quand ce monsieur-là va rencontrer Museveni et Kagame à huis clos, ils évaluent le travail fait et ils entrevoient la poursuite du travail. Tout ce qui se passe en dehors de leur rencontre à huis clos n'a pas beaucoup de sens. Vous allez voir que les hostilités vont reprendre de plus belle si les Congolais essaient de dire, d'aller dans les rues, de faire pression pour qu'il n'y ait pas des échanges avec le M23. D'ailleurs, le M23 c'est zéro, c'est rien, parce que les messages du M23 ont été déjà transmis à ce monsieur qu'on appelle Joseph Kabila par ses amis, ses copains, ses frères, Museveni et Paul Kagame. Donc, monsieur Etienne Ngandou, je vais me résumer. Regardez, c'est le même projet. Le projet conduit par l'AFDL qui se perpétue à travers les autres rébellions, que ce soit le RCD Goma, auquel Lambert Mende a participé, que ce soit le CNDP de Laurent Nkunda, que ce soit le M23, que plusieurs de ceux qui opèrent dans les institutions congolaises ont créé. Tous ces mouvements servent un même objectif: occuper les terres congolaises, les piller et massacrer les Congolais. Donc, pour résumer tout d'un seul mot, en lingala, ezali likambo ya mabele. Et comme le dit Thiom Fonkol, likambo ya mabele, ezali likambo ya makila. Paul Kagame n'était pas à la rencontre de ce samedi à Kampala, prétextant d'autres engagements. Il s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Est-ce une fois de plus une manière pour les Rwandais de ne pas pleinement coopérer à une solution diplomatique dans ces conflits? Mais monsieur Etienne Ngandou, quel Congolais a participé à cette rencontre? Aucun. Regardez, ce sont les mêmes. Ce sont les Tutsis qui ont géré la rencontre. D'abord à huis clos, Kagame, Museveni et Kagame. Après qu'ils aient pris ou qu'ils aient évalué le travail déjà fait, ils laissent leur chien de garde, c'est fini. Donc, malheureusement, j'ai l'impression que nous avons été détruits. Nous avons été mal formatés. On a été à une école qui nous a habitués à nous limiter aux épiphénomènes. Mais il ne se passe rien à Kampala. Il ne se passe rien. C'est du cinéma, c'est du théâtre. Tout a été déjà boutiqué à partir du jour où les maîtres de Kigali, les maîtres des nègres de service de Kigali et de Kampala ont décidé que le Congo leur appartenait et qu'ils allaient tout faire pour que les terres congolaises puissent être dépeuplées et que les peuples congolais puissent être massacrés. Monsieur Tenandou, depuis qu'on nous massacre, il y a eu une action menée par Laurent Désiré Kabila à la Cour de justice, à la Cour internationale de justice, mais cette action n'a pas abouti. On nous massacre impunément. Et toutes les décisions qui sont prises ne vont pas dans le sens de pouvoir mettre fin à ces massacres et à cette impunité. Donc, nous sommes un peuple assujetti et on voudrait nous assujettir davantage. Mais Dieu merci, les Congolais sont debout. Ils sont mains nues.
on livre toutes les armes à ceux qui les attaquent. Eux luttent main nue et ils sont en train de gagner cette longue guerre de basse intensité. Pourquoi? Parce qu'ils sont vrais. Ceux qui les massacrent, qui les attaquent, sont faux. Ils opèrent à partir des mensonges. Ils opèrent à partir de la mort. Et ils finiront par être vaincus. Un mot sur la posture de Joseph Kabila à Kampala. Hein. On le voit hilar sur une des photos. Est-ce là l'attitude que devrait avoir le président d'un pays agressé? Mais Kabila n'est pas l'autre président, c'est un usurpateur. Il n'est pas le président du Congo. C'est quelqu'un qui nous a infiltrés comme l'a été James Kabarebe, qui a été notre chef d'état-major. Monsieur Etienne Ngandou, je vous renvoie à un petit article écrit sur Sifia Grand Lac le 24 de ce mois. Et cet article est intitulé Goma, : incompréhension et colère des soldats congolais. Essayez de lire cet article, vous verrez que ce monsieur-là est en permanence en contact avec ses frères qui nous détruisent, et comme il est cynique, il envoie nos compatriotes au front, ou nos compatriotes qui n'ont pas encore compris le jeu, il les envoie au front pour qu'ils se fassent trucider. Il y a Abraham Lwakabwanga qui a essayé d'échanger assez profondément avec un compatriote résistant qui est au front et qui détaille ce qui s'est passé, que ce soit à Goma, que ce soit à Saké. Il dit clairement que c'est Kinshasa qui a trahi. Et cet article que je viens d'évoquer, Goma, incompréhension et colère des soldats congolais, relate ce qui s'est passé réellement. Monsieur Etienne Ngandou, est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant que nos compatriotes qui sont envoyés au front, ils vont avec leurs femmes et leurs enfants? Est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant un soldat qui est au front, il a ses enfants et sa femme. Il doit au même moment défendre le pays, défendre ses enfants et sa femme. Il n'est pas payé. Ou quand il arrive qu'on pense à le payer, l'argent passe par ces généraux qui mettent tout dans leur poche parce que eux aussi sont des infiltrés et ils laissent nos compatriotes au front sans nourriture, sans munitions. Ils n'ont rien. Et on peut compter sur un monsieur comme ça pour la libération de notre pays. Non. Rappelons-nous qu'avec l'AFDL, il y a eu tout un tas d'infiltrés rwandais et leur travail a été de pouvoir affaiblir les institutions du Congo. Et c'est ce travail-là que mène cet usurpateur du pouvoir qui se fait appeler Joseph Kabila. Oui, à propos des militaires, vous avez parlé de cet article. Et, il est dit dans cet article que plusieurs se sentent trahis par les gouvernements et beaucoup ont choisi de fuir à la veille de la prise de Goma. Et au stade de Goma, plusieurs se sont fait inscrire pour intégrer la rébellion. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il que des militaires, voilà, de manière aussi simple et facile, décident de changer de camp? C'est-à-dire que la plupart de nos compatriotes sont désaxés. Ils sont désorientés. Ils sont dépités. Ils ne savent plus où donner de la tête. Et ils s'offrent au plus offrant. C'est ça le problème. Le pays n'est pas gouverné, n'est pas dirigé. Le pays est laissé entre les mains des truands, des criminels de guerre, des gangsters. Et j'aimerais vous avouer que le pire, la pire des fautes que nous avons commises, nous Congolais, c'est d'avoir accepté, sans peut-être que la plupart d'entre nous le sachent, d'avoir accepté que des criminels de guerre puissent être acceptés comme des possibles hommes d'État. Et nous en payons les frais jusqu'à ce jour. Donc pour vous dire que nos militaires trahis ne savent plus où donner de la tête. Il y en a qui ont de bonnes dispositions, qui veulent défendre la terre de leurs ancêtres, mais qui ne le peuvent pas parce que, un, ils n'ont pas
la bonne information. 2, ils ne savent pas qui est qui. 3, ceux qui savent et qui ont des projets à réaliser, des projets machiavéliques à réaliser chez nous, les livres offrant comme des chairs à canon. Dieu merci, ils le paieront un jour. Si ils ne le feront pas avec nous, ils le feront avec nos enfants ou avec nos petits-enfants ou même avec nos arrière-petits-enfants. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui est analysé et stocké. Nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants seront les enfants de l'Internet. Ils vont trouver tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme travail. Et je suis convaincu au plus profond de moi-même que ceux qui nous massacrent aujourd'hui, ceux qui nous font souffrir aujourd'hui, travaillent sur le court terme. Ils auront à le payer sur le long terme. Pour revenir à Joseph Kabila et par rapport à sa loyauté vis-à-vis du Congo et des Congolais, comment expliquer que dans son camp, personne ne s'élève, personne ne se révolte par rapport à cela? Est-ce uniquement à cause de l'argent que tous ces gens reçoivent qu'ils se taisent, ou bien il y a aussi la peur? Ils ont peur tout simplement. Il y a tout ça. Il y a l'argent, il y a la peur de la mort. Il y a l'argent et la peur de la mort. Mais il y a aussi, quand nous parlons de l'argent, il faudrait que nous puissions dire qu'il y a la cupidité. Tu sais, pardon, je m'excuse. Vous savez, M. Etienne Ngandou, il y a aujourd'hui des compatriotes qui sont corrompus et qui ont, par exemple, je n'en cite pas les noms, 180 millions d'euros sur leur compte ou en Europe. Et les Occidentaux savent cela. Au moment opportun, quand ces compatriotes-là seront pris dans leur propre piège, cet argent n'appartiendra pas au pays. L'argent de Mobutu n'est pas retourné chez nous. Toutes les sommes que Mobutu a emmagasinées à l'extérieur ne sont pas retournées dans notre pays. Donc, il y a un problème de cupidité, mais un problème que je lirais beaucoup plus au changement de paradigme. N'oubliez pas que le capitalisme, dans sa phase sénile, a imposé les valeurs marchandes pour qu'elles puissent remplacer les valeurs humanistes. Peut-être que nous ne le savons pas. Plusieurs d'entre nous, pour avoir été dans les écoles occidentales, nous sommes laissés emporter par l'idéologie néolibérale avec les valeurs marchandes qu'elle défend. C'est ainsi que chez nous, aujourd'hui, la plupart des gens ne se posent pas la question: qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vaux? La plupart des gens se posent cette question: qu'est-ce que tu as? Avoir une dip, avoir une parcelle, avoir une maison deviennent des valeurs beaucoup plus mises en exergue que être fier d'être soi. Vous voyez? Donc, les valeurs humanistes de solidarité, de fraternité, de fierté d'être soi-même, les valeurs humanistes qui poussaient certains grands humanistes à défendre leur terre, ont été remplacés par les valeurs marchandes individualistes qui promeuvent la cupidité et des possessions privées. Donc, quand nous analysons les questions liées à notre pays, nous devrions toujours déployer un effort pour les situer dans un contexte beaucoup plus large du capitalisme qui est dans sa phase sénile. Et cette sénilité se fait sentir au niveau de ses petites mains et des petites mains du capitalisme, que sont la plupart des nègres de service qui opèrent aujourd'hui au niveau de l'Afrique des Grands Lacs et même d'une bonne partie de notre continent. Très bien. Joseph Kabila a suspendu le jeudi 22 novembre le général Gabriel Amissi de ses fonctions en raison d'une enquête des Nations Unies qui met ces derniers en cause dans un trafic d'armes en faveur de certains groupes armés à l'est du pays. Mais pourquoi est-ce Amissi seul maintenant et pourquoi pas les autres? Et pourquoi en ce moment précis où Amissi est suspendu? Et pourquoi pas ce monsieur-là ne se suspend pas lui-même? Parce qu'à plusieurs reprises, il a envoyé les armes dans les camps adverses du camp congolais. Monsieur Etienne Ngandou, tout ça c'est du
théâtre. Mais je pose la question parce que régulièrement, il y a des rumeurs qui circulent qui disent que plusieurs barons du régime qui sont à Kinshasa participent aussi à ces... ils s'enrichissent illicitement. Ils profitent de la guerre pour s'enrichir. Oui, mais c'est connu de tout le monde, c'est un secret de polichinelle, comme on dirait. Mais quand qui dit baron du régime, dit d'abord celui qui est à la tête de ce régime-là. Regardez, quand on est face à un coup d'abattoir et à Mouchake, on envoie des tonnes et des tonnes d'armes qui restent là-bas et les militaires congolais ou ceux qui prétendent être militaires congolais s'enfuient. Ils laissent toutes ces armes entre les mains du CNDP. C'est une méthode qui a été pratiquée depuis que l'AFDL nous a envahis. Monsieur Etienne Ngandou, parler de la suspension de Gabriel Amissi comme un fait nouveau, c'est se moquer de notre histoire. C'est se moquer de notre histoire. Et puis, ce n'est pas ce monsieur-là. Ce monsieur-là n'a même pas le droit moral de pouvoir suspendre Amissi parce que lui-même fait le même jeu. Il dépense beaucoup trop d'argent dans notre pays et il met les armes qu'il achète à la disposition de ses frères qui nous attaquent, qui nous massacrent. Mais malheureusement, comme l'information ne circule pas, nous croyons qu'il lutte pour le Congo. Il lutte et ne luttera jamais pour le Congo. Il y a d'ailleurs un monsieur qui le connaît de plus près, qui est en train de travailler avec Roger Bongos sur 2 ou 3 vidéos, qui est en train de dire que depuis toujours ce monsieur-là, comme il est un infiltré, a toujours livré les positions de l'armée congolaise et les armes de l'armée congolaise à ses frères qui nous tuent. Donc, parler de Gabriel Amissi, c'est oublier que tout le système est fondé sur la vente du Congo, sur la vente du matériel militaire du Congo, sur la mort des Congolais, et ainsi de suite. Oui, comme vous faites bien de le dire, à Bunanga, c'était la même chose. À chaque fois que les rebelles prennent une cité, ils mettent la main sur d'importantes quantités d'armes que l'armée congolaise abandonne. Hier encore, on a vu les images à Saké, c'était la même chose. Les rebelles se réjouissaient de mettre la main sur d'importantes quantités d'armes abandonnées par les FARDC mis en déroute. Et monsieur Etienne Ngandou, vous avez entendu ces mutins du M23 dire « Maintenant, nous avons des armes pour lutter pendant longtemps. » Mais ces armes ont été achetées avec l'argent des contribuables congolais et ont été déposées là-bas au moment où on demandait aux militaires congolais qui voulaient quand même faire face de pouvoir observer des trêves pour permettre au M23 de s'en emparer. Mais qui dit M23 dit le Rwanda. Voilà le travail qui est en train de se faire chez nous. Un travail de sape, un travail cynique qui consiste à livrer notre pays, à livrer nos compatriotes comme des chairs à canon pour que nos terres puissent devenir les terres rwandaises et que nos matières premières puissent être exploitées comme les maîtres de ceux qui opèrent, des nègres de service qui opèrent dans l'Afrique de Grand Lac le veulent. Sur les plans politiques, les PPRD, parti de Joseph Kabila, appellent les Congolais à l'unité et à la cohésion nationale pour résister, je cite, contre l'agression de la RDC par les Rwandais, par les truchements du M23. Évariste Bouchave, qui est secrétaire général de ces mouvements, l'a déclaré ainsi le vendredi dernier. Pensez-vous que ce parti ait pris la pleine mesure de la gravité de la situation ou continue-t-il à s'enfermer dans son soutien aveugle à Joseph Kabila? Mais le PPRD est copain au CNDP, au M23. Si les Congolais étaient au courant de toute cette information et qu'ils voulaient réellement... D'ailleurs, ils ont déjà fait quelques démonstrations. Les premières permanences des partis politiques qui ont été incendiées à l'est de notre pays, ce sont les permanences du PPRD. Les Congolais ne sont pas aussi dupes qu'on le croit. Ils voient, ils comprennent. Bochab participe du pillage de notre pays. Bochab est allé piller l'argent de la SNEL
au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, il est compté parmi les milliardaires parmi les millionnaires du Congo. Un jour, il le paiera. S'il ne le paie pas, ses enfants le paieront. Donc, nous devons pouvoir faire la part des choses entre les Congolais combattants, résistants, patriotes qui ont l'amour de ce pays-là. Bochab fait partie des élites compradors. C'est un voleur. Et tout le monde le sait. Comment est-ce qu'on peut respecter le discours d'un voleur de sa trempe? Il ne faut même pas l'écouter. S'il y a des partis politiques ou parce qu'il y a aussi des innocents dans ces partis politiques-là qu'on appelle PPRD parce qu'ils sont menés par le bout du nez par ces gens qu'on appelle les Bochab et les autres. Mais ce sont ces gens qui nous ont trahis parce qu'ils ont permis cette infiltration de ce gangster, de ce criminel de guerre dans notre pays, dans nos institutions. Donc, ce sont des gens à mettre hors d'état d'agir, les Bochab et les autres. Un jour, si nous ne les jugeons pas, l'histoire les jugera parce qu'ils ont accepté qu'un criminel de guerre, un gangster de grand chemin, puisse être plébiscité comme président de la République et qu'il puisse nous mener en bateau comme il est en train de le faire maintenant avec ses copains Tutsis. Mais comment expliquer qu'un parti politique qui se veut important au Congo puisse organiser une rencontre et au sortir de celle-ci publier un communiqué aussi vide d'essence? Mais il n'y a pas de parti, il n'y a pas beaucoup de partis politiques sérieux au Congo. Ce sont des licablos comme on les appellerait chez nous. Ces gens-là ont constitué ces licablos pour s'enrichir. Hein. Le jour que nous saurons ce que tous ces gens-là qui ont tourné autour de Kabila ont sur leur compte dans les pays européens, nous tomberons des nues. Ils se sont sérieusement enrichis. Et ils ne travaillent que pour cela. Ils ne travaillent pas pour le Congo. Un jour, ils auront des comptes à rendre à notre peuple, même à titre posthume. On ne peut pas, au nom de l'argent, livrer tout un peuple entre les mains d'un gangster, d'un criminel de guerre, et pour faire trucider son peuple et continuer à demander à ce peuple de se mobiliser. Vous savez, quand notre peuple a essayé, nos étudiants ont essayé d'aller dans la rue, ce sont les mêmes qui ont envoyé un type qui est malade et fou, qui s'appelle Kanyama, esprit de mort, c'est son sobriquet, pour pouvoir maltraiter nos étudiants. Il y a même des journalistes qui ont été frappés et qui sont maintenant hospitalisés parce que leur péché, c'est de dire nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour pouvoir défendre notre pays. Qu'il y ait des innocents dans ce PPRD-là qui voudraient rejoindre d'autres compatriotes pour faire échec à ce gangster, à ce criminel de guerre qui s'est infiltré dans nos institutions, rien n'empêche qu'on puisse les intégrer, qu'on puisse travailler avec eux. Mais nous devons être assez lucides pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ces élites compradeurs qui ont envahi le PPRD, non pas pour servir le Congo, mais pour servir leur poche et leur ventre. Mais qu'est-ce qui retient au PPRD ces Congolais de bonne volonté qui, voyant la situation telle qu'elle est actuellement, devraient réagir, mais qui sont totalement aphones? Mais ce sont des gens qui à un certain moment suivent les membres de leur famille, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart de nos partis politiques sont des partis familiaux. Il y a ça, il y a le fanatisme, mais il y a aussi l'ignorance. Etienne Ngandou, n'ayons pas peur de le dire, beaucoup de nos compatriotes sont ignorants. Beaucoup n'ont pas réussi à approfondir les véritables enjeux de la guerre qui se mène chez nous, ou ils n'ont pas été aidés à approfondir les véritables enjeux de la guerre qui se mène chez nous. Mais il y a aussi cette cupidité, ce lavage de cerveau qui pousse certains de nos compatriotes à suivre n'importe qui, pourvu qu'ils puissent donner un coca. Très bien. La prise de la ville de Goma par la rébellion du M23 a suscité énormément de réactions dans la diaspora congolaise, allant jusqu'aux manifestations des rues, comme hier à Bruxelles. Au-delà de l'indignation, quelle devrait être l'attitude de cette diaspora face à cette situation? La diaspora devrait d'abord procéder par une analyse sérieuse de ce qui se passe. Hein? Je m'excuse de vous le dire. Hein? Moi, j'ai été estomaqué de voir l'un d'entre nous dire que nous devons demander aux grandes puissances de nous aider. J'étais très mal à l'aise. Hein? Il faisait partie des manifestants. Mais
Qu'est-ce qu'il appelle grande puissance? La guerre qui se mène chez nous est une guerre de basse intensité entretenue par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière émission, chaque fois que les sanctions ont voulu être prises à l'encontre du Rwanda de Paul Kagame, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'y sont opposés. C'est dernièrement seulement que les États-Unis commencent à demander à Kagame de demander au M23 de pouvoir se retirer des territoires qu'il occupe. Ils ne condamnent pas le Rwanda, mais parce que ce sont eux qui nous mènent la guerre. Mais quand dans les manifestations, vous entendez des Congolais qui vous disent allons demander aux grandes puissances de nous aider, j'ai dit nous n'avons peut-être pas compris grand-chose. Mais ce qui est bien est que nos compatriotes se mettent de plus en plus debout. Et puis, on ne devrait pas lâcher prise. Il ne faut pas qu'on agisse par à coup, comme je vous le disais encore dans l'une de nos dernières émissions. Il est important qu'on ait des actions structurées et organisées sur le court, moyen et long terme. Si, par exemple, on se met debout maintenant parce que Goma est tombé, et que demain, un semblant de paix revenant à Goma, on puisse croiser les bras pour attendre que le M24 ou le M25 se remette debout afin qu'on puisse faire du bruit, j'ai dit, nous n'avons rien compris à ce qui se passe dans notre pays. Parce que notre pays a des occupations depuis l'AFDL et notre pays par les grandes puissances à travers le Conseil de sécurité. J'ai évoqué dernièrement le livre de Jean-Claude Willam, Les faiseurs de paix, qu'on peut encore lire et qui est encore d'actualité. Pourquoi est-ce que la MONUSCO est là, on prend nos villes et ne bouge pas? C'est parce qu'elle a des ordres auxquels elle obéit. Mais quand nous, au lieu de lutter, d'aller au front avec ceux qui ont compris, nous parlons des grandes puissances, c'est que quelque part, nous n'avons rien compris à ce qui se passe. Mais est-ce qu'il faudrait attendre que tout le monde comprenne ce qui se passe pour que nous nous mettions debout? Non. Nous pouvons nous mettre debout en commettant nos erreurs, mais nous devrions être capables de corriger ces erreurs-là en les accompagnant d'une grande analyse, d'un grand approfondissement de ce qui se passe. Beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui parlent du livre de Charles Onana. D'ailleurs, il va donner une conférence à l'ULB sur ce livre-là le 29. Mais on ne peut pas lire Charles Onana, Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent, et aller vers ceux qui sont accusés. Il y a une contradiction flagrante. Il y a est-ce que c'est de l'ignorance ou une tactique, une stratégie de lutte? Je n'y comprends absolument rien. Donc, est-ce qu'on ne peut pas d'abord chercher à approfondir ce qu'il y a au juste? Les grandes puissances, quelles grandes puissances? Donc, ces pays qui sont sur le déclin, ces pays dont les économies appartenant au capitalisme sénile ne fonctionnent plus, les grandes puissances, ce n'est plus celles que nous avons acclamées il y a 10, 15, 20 ans. Le monde est en train de changer, le monde est en train de devenir polycentré. Donc, nos schémas d'analyse sont dépassés, nous devons les refaire, nous devons nous reformater. C'est ce travail-là. On dit, ah mais écrire, c'est quoi? Ah, ce n'est pas sur Internet. Mais si vous ne savez pas que les pays qui nous font la guerre travaillent avec les think tanks, que ces pays-là réfléchissent avant de s'engager dans tout ce qu'ils font, nous n'irons nulle part. Nous n'allons pas changer seulement le pays en marchant, mais en comprenant les enjeux et en mettant sur pied des stratégies, des méthodes d'action efficaces. Mais ce travail-là doit se faire. Et ça doit se faire dans le court, moyen et long terme. Nous devons arrêter d'agir par à coup. Mais ces manifestations des rues, elles ont quand même le mérite d'exister et de montrer que les Congolais comprennent les grands enjeux de ce qui se passe chez eux. C'est un moyen d'expression puissant ici en Occident, les manifestations des rues. Monsieur Etienne Ngandou, je ne les minimise pas. Au contraire, je les encourage. Mais je reste à l'écoute de mes compatriotes qui les organisent. J'en ai vu un pour lequel j'ai beaucoup d'estime, mais qui disait qu'on devait aller... Pourquoi est-ce que la manifestation devait chuter devant l'ambassade des États-Unis, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes attaqués par les États-Unis. Est-ce que nous avons un message à donner aux États-Unis, à lui dire arrête de nous attaquer
à travers le Rwanda, ou demander, c'est là que je ne suis pas d'accord. Nous allons demander aux États-Unis de nous aider à chasser Kabila. Il ne peut pas le faire parce que ce sont eux qui travaillent avec Kagame et Museveni au maintien de Kabila. Les documents qui accusent sont là. Le livre de Charles Onana, c'est 20 €. On sait se le procurer. On avait déjà lu un autre, les tueurs Tutsi, au cœur de la tragédie congolaise. Charles Onana a même donné une conférence à Bruxelles en 2010, à côté d'une congressiste américaine qui a apporté de l'eau à son moulin, et Cynthia Makine. Et nous étions là, plusieurs Congolais. Mais comment est-ce que nous arrivons à oublier si vite et à croire que ces grandes puissances qui nous font la guerre vont être celles qui vont nous apporter la paix? Et même si dans son interview, Colette Bachmann reste fidèle à son amitié avec ses amis de l'Afrique des Grands Lacs, mais dans l'une des interviews qu'il a données dernièrement, elle est très claire sur les enjeux et les acteurs pléniers. Mais nous, à un certain moment, nous oublions tout ça. Nous versons dans l'émotion, et il n'y a pas d'analyse assez approfondie, et ce que nous disons contredit ce qui se passe réellement sur terrain. Mais de là à minimiser les marches de nos compatriotes, je ne le dis pas. C'est bien, il faut informer l'opinion des pays au sein desquels nous œuvrons pour qu'elle sache ce qui se passe réellement. Mais faisons-le de manière fine, affinons nos analyses, ayons un discours qui mette les acteurs pléniers sur le devant de la scène. Hein? N'essayons pas tout simplement de nous déchaîner sur les marionnettes et les chiens de garde. Les véritables acteurs pléniers opèrent dans l'ombre. C'est de cette ombre-là que nous devons pouvoir les sortir. Très bien, M. Mbelou. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, M. Etienne Ngandou.